Un regard sur le monde à Canal M. Pour cette deuxième partie de notre émission, nous recevons M. Pascal Govart, qui est éditeur aux éditions René Clairon, Poésie et Nouvelles. Bonjour, M. Govart. Bonjour. Vous avez édité un collectif de haïku, comme ça qu'on dit? On dit haïku. Haïku, qui s'appelle le haïku à la lumière du braille. Qu'est-ce que c'est que le haïku? Le haïku, je pourrais vous faire une formation, puis passer 3 heures à vous l'expliquer. En fait, c'est une poésie d'origine japonaise. Ça a été popularisé au Japon à partir du XVIIe siècle. Et le nom haïku vient d'un poète qui s'appelle Shiki, qui a inventé le nom. Ce monsieur est décédé au début des années 1900, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un art qui est relativement récent en Occident et qui a été tellement réutilisé à toutes les sauces, qu'on se l'est tellement approprié qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à parler d'une poésie d'origine japonaise plutôt que de la poésie japonaise. Je n'oserais pas dire qu'on fait de la poésie japonaise. Le haïku occidental, ça n'a plus grand-chose à voir avec le haïku traditionnel. Qu'est-ce que ça a de particulier, le haïku? Alors, le haïku, c'est une poésie brève. C'est un tout petit poème. C'est un concentré de saveurs de quelques mots seulement. Généralement, on essaie de ne pas dépasser 17 syllabes. Et ces petits poèmes doivent provoquer de l'émotion ou de la surprise. J'aime pas dire que c'est comme une photo Polaroid, mais parfois, il y a des gens qui le définissent comme ça, comme un instantané, un moment présent qu'on veut partager. Il faut dire que chez les Japonais, le haïku est un art qui est très sensuel, donc il fait appel à tous les sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Et normalement, le haïku doit être très riche. Ce qu'on lit beaucoup, si on s'intéresse à des groupes sur Facebook, par exemple, ou beaucoup de livres qui sont produits, c'est beaucoup des gens qui font de l'observation. Moi, personnellement, le haïku que j'appelle le haïku d'observation, où juste on décrit une situation, mais sans y mettre l'émotion ou tout le ressenti de la situation, c'est pas le genre de choses que je publie. J'essaye d'aller dans les choses qui sont plus touchantes, qui amènent de la surprise. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple d'un haïku qu'il y avait dans le livre, le haïku à la lumière du braille. Comme le haïku est un art de la tradition orale, il faut qu'il puisse se dire en une seule respiration et en général on le répète 2 fois pour en comprendre toutes les subtilités. Je vais m'exécuter de cette façon-là. Maison de retraite, à chaque rire, elle donne un nom. Maison de retraite, à chaque rire, elle donne un nom. On voit ici que maison de retraite est un élément qui ne va pas avec le reste de la phrase, pris hors contexte évidemment. Et tandis que la phrase « à chaque rire, elle donne un nom » n'a pas plus de sens pris séparément non plus. Mais dès qu'on met ces éléments ensemble, on va chercher une autre dimension et un autre élément de réflexion. Ici, maison de retraite, à chaque rire, elle donne un nom. On imagine une vieille dame probablement aveugle ou malvoyante, en perte d'autonomie, et puis elle est dans une maison de personnes âgées et elle recrée autour d'elle un environnement, elle recrée autour d'elle un univers et en nommant les choses par le rire. Donc, en fait, c'est un poème très synthétique. Très synthétique, mais pas à outrance. On va dire ce qu'on a à dire. On va plutôt prendre le temps de trouver les bons mots plutôt que d'être concis. Le but n'est pas d'être concis, le but est de toucher. Le livre est traduit en arabe, en anglais, en français. Quand on lit du haïku, on mentionne dans la préface que nous allons avoir un choc de 189 lignes transformées en 63 coups. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Bon. C'est une très belle préface de Georges Voisset. D'abord, pourquoi 63? Le 63 haïku qui constitue ce recueil, c'est pas
innocent. C'est pas un hasard. Non, du tout. On a choisi le 63 à cause des 63 signes du système Braille. 64 si on compte l'espace. Donc, c'était toute la symbolique. Maintenant, quand on parle de coups, on s'attend ici évidemment à ce qu'on parle de punch, mais c'est pas des punch, c'est des coups de foudre, c'est des coups de fouet, c'est des coups d'émotion. Oui, tout à fait, des coups de foudre aussi. Et pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement à ce thème? Pourquoi vous vous êtes intéressé au haïku? Qu'est-ce qui vous a amené là? Au haïku ou à la thématique du livre? Les deux. Qu'est-ce qui m'a amené dans le haïku? J'ai toujours été intéressé par le court. J'ai fait des nouvelles, ça fait 25 ans que j'écris des nouvelles, j'ai publié plusieurs fois, participé à différents concours, j'ai fait des courts-métrages, et puis j'ai été éditeur aussi 3 fois, c'est la 3e fois. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai édité des catalogues pour des collectionneurs de monnaie. Donc j'ai fait ça pendant 6-7 ans. En français, en anglais, on vendait partout aux États-Unis, mais sans rapport. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, j'ai jamais essayé la poésie. Et de toutes les poésies, j'ai trouvé que celle qui me ressemblait le plus dans le style, dans la façon d'écrire, dans sa logique, son émotion et sa concision, c'était le haïku. Maintenant, pourquoi le haïku à la lumière du braille et le thème de la cécité? J'ai participé à un concours l'année passée, où il fallait être en binôme avec une personne non-voyante ou une personne en mesure d'écrire en braille. J'ai la chance que la cousine de ma conjointe soit une enseignante spécialisée, qu'elle aide des enfants et qu'elle traduise des manuels. Elle a une machine à sa disposition aussi, donc c'est Sandra qui m'a aidé à participer à ce concours, mais il n'était pas possible de participer sans fournir le poème en noir et le poème en braille. Et il fallait envoyer le tout à une association qui s'appelle La Culture de l'Art, qui est en France. Et La Culture de l'Art avait organisé ce concours conjointement avec le musée Louis Braille à Couvray, en France. J'ai participé à ça et je me suis distingué. Et le monsieur qui organisait ce concours, en fait, c'est un concours qui, à l'origine, avait été pensé par Christiane Ranieri. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même une sommité dans le domaine du haïku. Elle était à l'origine du projet, mais c'est avec Joël Hardy que j'ai travaillé surtout. Et Joël m'a approché, il m'a dit « T'es-tu le même Pascal Govartz que les éditions René Clairon? Parce que nous, on est à la recherche d'un éditeur. » Et donc, de fil en aiguille, on en est venu à tisser des liens et j'ai trouvé son projet très intéressant. J'ai toujours, chez René Clairon, cherché des projets qui sortaient de l'ordinaire. Ça ne m'intéresse pas de publier un recueil de poèmes mis dans l'ordre des saisons, comme tout le monde fait. Là, je cherche des projets, je cherche des choses touchantes. On a publié sur le deuil, on a publié toutes sortes de choses différentes. Et j'étais très touché par son projet et la façon dont il voulait le promouvoir et tout. La Culture de l'Art a reçu le label de l'année européenne de la culture en 2018. Donc, ça a donné une belle plateforme aussi, une belle visibilité au livre. Et pour aller plus loin avec les contacts qu'avait Joël, on s'est permis de faire des traductions. On a été faire une traduction en anglais, une traduction en arabe aussi. Et puis aujourd'hui, dans toute la francophonie et le monde arabe, on peut faire rayonner ce thème que j'ai finalement trouvé très touchant. Il ne me touche pas personnellement parce que j'ai pas d'amis. J'ai un frère qui est handicapé, mais il a ses yeux. Mais je veux dire, j'ai trouvé l'expérience intéressante et puis d'être rentré dans ce monde-là, puis d'avoir été obligé de me familiariser avec le braille et tout cet univers, mais ça enrichit beaucoup la publication. Dans toute cette aventure, est-ce que vous avez une anecdote, une expérience qui vous a marqué plus qu'une autre? Oui, il m'a permis de rencontrer Michel. Non. C'est pas banal, hein? J'ai été sollicité pour faire la 2e édition, mais j'ai refusé de la faire. Ça a été
un projet extrêmement demandant, surtout les traductions. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre quelques mots en arabe et de me rendre compte que c'était plus compliqué d'écrire l'arabe que d'écrire le braille. Vraiment. On va passer à une pièce musicale, puis on va demeurer dans le ton parce que c'est Eric Clapton avec Tears in Heaven. Mais avant d'aller à la pièce musicale, est-ce que vous auriez un autre haïku pour nous? Peut-être oui, même oui. un ou deux. Un ou deux, allons-y. Ce qui est le fun, c'est que dans ce livre-là, on a été tout en finesse et avec beaucoup d'humour parler d'un sujet qui peut avoir l'air difficile ou dont les gens ont peut-être plus de difficultés à parler parce que c'est assimilé peut-être à un handicap. Donc les gens sont plus gênés ou d'aborder ces sujets, mais tout au contraire, les auteurs qu'on a eus ont pris ça avec beaucoup d'humour. Je vous en donne ici deux, trois que j'avais sélectionnés. On voit très bien ici dans la première situation une personne qui n'est pas malvoyante ou non-voyante, mais qui joue le rôle et essaye avec empathie de comprendre la situation. Les yeux fermés, traversant le jardin pour voir. Les yeux fermés, traversant le jardin pour voir. Et une autre qui est une Québécoise, et là, Monique, je crois, le voisin aveugle, elle élève la voix pour lui parler. Le voisin aveugle, elle élève la voix pour lui parler. On voit tout le malaise, là. Et puis, une petite dernière, celle-là, elle est de moi. Je ne vais pas sélectionner parce qu'elle était de moi, mais parce qu'elle amène un autre point de vue. C'est le revers de la médaille, cette fois. Jeune aveugle, elle est grande comment, la tour Eiffel? Jeune aveugle, elle est grande comment, la tour Eiffel? Monsieur Govartz, vous vous intéressez donc à la poésie japonaise. Est-ce qu'il y a d'autres formes de poésie japonaise? Oui, c'est très riche. Il y a le tanka, qui est une forme un peu plus longue, plutôt plus de syllabes. Donc c'est comme ça a sensiblement la forme d'un haïku, mais on lui rajoute deux lignes de 14 syllabes, deux lignes de 7 syllabes, donc 14 syllabes de plus. 31 en tout. Il y a le Haibon qui est une autre forme dans laquelle j'écris de temps en temps et j'ai publié récemment aussi un recueil de Haibon. C'est donc un mélange de prose et de haïku où le haïku vient comme une charnière dans le texte nous montrer les non-dits, nous montrer des éléments qui sont hors du récit et qui nous font réagir sur le récit. C'est vraiment bien fait. Je parlais tantôt de projets spéciaux, que j'aimais ça, faire des choses inordinaires. J'ai publié avec Huguette Ducharme, une auteure de la région de Saint-Hyacinthe, le livre « L'ours ou son nom ». C'est un recueil de haibon, prose et haïku mélangés, qui a été fait sur la thématique du deuil. Cette dame-là, vraiment une dame formidable, un cœur en or. Là, elle accompagnait des jeunes enfants endeuillés et elle travaillait avec l'association des Amis du Crépuscule. Elle a été bénévole pendant des années pour cette association et donc elle réconfortait, elle accompagnait, elle aidait des enfants à passer à travers ces épreuves-là. Et dans ce livre-là, elle a raconté ses expériences et ses rencontres. Mais j'ai jamais voulu faire dans le mélodrame. Jamais, 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 jamais. Donc, il n'y a rien dans tout ce que j'ai publié ou écrit moi-même qui soit mélodramatique. Au contraire, le haïku puis la poésie d'origine japonaise, ce sont des poésies qui sont faites pour réjouir ou faire du bien, pour apaiser, pour faire sourire, mais pas pour rendre triste. C'est jamais la poésie japonaise, en tout cas dans la définition que je lui donne, si au moins on peut s'entendre sur celle-là, c'est que c'est pas un exutoire pour l'auteur. Ça ne doit pas être ça. Vous avez d'autres projets spéciaux aussi? J'ai publié aussi un carnet de voyage avec Hélène Fang, qui est une auteure et une éditrice en Europe. Elle a une revue aussi. Et elle est partie faire 2 voyages en Inde et elle a raconté un de ces 2 voyages. Et elle n'avait pas le goût de s'éditer elle-même.
Et elle cherchait un éditeur, elle cherchait des pistes, puis ce qu'elle voulait faire, personne ne voulait faire ça. C'était un mélange de haïku, de prose, de récits de voyage, de photos, et c'est fait comme un vrai carnet de voyage avec des photos découpées, mixées, collées, des bouts de tape, et il est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est le seul des livres que j'ai produit entièrement en couleur, mais je pouvais pas le faire autrement. Il est vraiment superbe. J'ai été approché aussi, mais ça ne s'est pas conclu par un Français qui travaillait avec des personnes trisomiques. Et il y avait un photographe d'art qui était venu prendre des photos des enfants trisomiques. Et c'était tellement touchant, c'était tellement beau, c'était tellement drôle. Mais malheureusement, on ne s'est pas entendu, on n'a pas conclu. Mais j'ai toujours cherché à faire ce genre de projet-là qui... Toucher autrement. Voilà. C'est Oui. bien. Oui, parce que votre maison d'édition, effectivement, vous êtes vraiment spécialisé dans les poèmes et les nouvelles. Vous avez vraiment vous en avez fait votre spécialité. Oui, parce que je vais dire que en tant qu'auteur, je sais parler de ce que je connais, puis je peux apprécier ce que je connais, je peux m'améliorer là-dedans, puis je peux conseiller des gens aussi au besoin. Donc, ça fait de moi, je suis un entrepreneur doublé d'un auteur, ce qui fait de moi, je pense, un assez bon éditeur. Mais ça me permet de déceler chez les gens les bons projets. Si on m'envoie un roman, je maîtrise moins ce genre littéraire-là, ou du théâtre. J'aime beaucoup le théâtre, mais je maîtrise moins bien ce genre-là. Donc, je me sentirais moins à l'aise d'éditer ce genre de littérature-là. Parce que ce serait difficile pour vous d'y jeter un œil critique, en fait. Je serais peut-être mauvais juge, oui, ou mauvais conseiller, puis je rendrais peut-être même pas service à l'auteur en publiant quelque chose qui me plaît à moi, mais qui n'est pas vendeur, qui n'est pas vendable ou qui n'est pas bien écrit, là. Qu'est-ce qui vous a, parce que la maison d'édition existe depuis plusieurs années, qu'est-ce qui a marqué particulièrement toutes ces années d'édition? Alors, il y en a eu plusieurs, mais je retiens 2 coéditions avec l'association francophone de haïku. C'est une association très établie, très bien établie, très influente dans le milieu. On connaît Jean Antonini pour avoir été cité dans de nombreux ouvrages. Actuellement, il s'occupe encore de l'association francophone de haïku. Il a été un peu mon mentor aussi dans les années où j'ai été approché pour faire une première coédition avec eux. En fait, ils cherchaient un éditeur en Amérique du Nord. Et à chaque fois qu'on a fait les éditions ensemble, les 2 fois, j'avais une exclusivité pour l'Amérique du Nord et eux pour le restant de l'Europe. Ça a toujours été un franc succès. Le premier qu'on a fait d'ailleurs, c'est le fun que vous en parliez, c'est Jour d'école. C'est un livre qui a été fait à la suite d'ateliers dans les écoles primaires et secondaires. Il y a beaucoup d'ateliers que moi j'ai préparés avec des étudiants. Ici au Québec? Oui, ça a été fait en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Et tout ce qui a été produit au Québec, c'est des ateliers que moi j'ai donnés parce que j'étais le seul représentant. Mais dans le livre, sur à peu près 300 poèmes, il doit y en avoir une 60aine à peu près qui sont du Québec, d'auteurs adultes et d'enfants. Et il est à peu près impossible de les dissocier. C'est vraiment le fun parce que après ce livre-là, je me suis rendu compte que c'était un art qui était très accessible et j'ai continué de donner des ateliers dans les écoles primaires. Mes enfants ont eu la chance de m'avoir dans leur classe aussi pour donner ces ateliers. C'était vraiment le fun. Des ateliers de haïku? De haïku, oui. Et la particularité de Jour d'école, c'est que il a été enregistré en studio. Donc, il y avait un des auteurs qui travaillait pour une radio, la radio Plein Ciel, je crois, en France, et qui s'est proposé, lui, avec sa superbe voix radiophonique vibrante et caverneuse un peu, de se mettre à lire ces 300 poèmes-là. C'est vraiment fantastique, c'est rafraîchissant. Donc, ce livre-là, il a été vendu avec un disque. Et je sais qu'ici, vous faites de la traduction comme ça ou de l'enregistrement de livres.
Alors, ça valait la peine d'être souligné parce que j'ai eu cette expérience-là aussi, puis c'était vraiment formidable. Il nous reste à peine quelques minutes et je souhaiterais qu'on ait d'autres haïkus. Donc, on peut vous joindre comment pour mettre la main sur certaines choses? Le plus simple, c'est toujours par mon site internet. Donc, René au féminin, clairon.ca. RENEECLAIRON.ca. Et un dernier haïku avant de se quitter. Un dernier haïku. On entend la musique déjà. Bon, alors allons-y avec un extrait du haïku à la lumière du braille. Mon livre d'histoire, au moins 10 fois plus épais. Ah, la cécité. Mon livre d'histoire, au moins 10 fois plus épais. Ah, la cécité. Pascal Govart, merci infiniment d'être passé Merci à notre à vous. micro. Voilà, c'est déjà tout pour notre édition de Regard sur le monde pour cette semaine. Bonne semaine, mesdames, messieurs. Demeurez à l'écoute de Canal M.